Bienvenue dans Je crois en toi, le podcast qui vous accompagne dans votre quête de sens. Merci beaucoup de nous suivre pour ce nouvel épisode. Je suis Jean-François Laurent, coach pro entrepreneur depuis 2017 et j'accompagne des entrepreneurs et aussi des créateurs de contenu pour les aider à aligner leur vision professionnelle avec leurs valeurs plus personnelles. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'avais à cœur de vous présenter et qui est une des énièmes belles rencontres que j'ai faites sur LinkedIn. Il s'agit de Mireille Perdigeon. Bonjour Mireille, comment vas-tu? Hello Jean-François, ça va bien et toi? Ça va très bien. Très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui pour, j'allais dire ce deuxième rendez-vous en podcast. Parce que pour vous donner un peu les coulisses, on a déjà enregistré une première mouture et en fait, les aléas de la technique faisant que, on n'était pas très satisfait de ce qui a pu se passer en termes de rendu, et ben, on remet le couvert. J'aimerais commencer par ton point de départ. Aujourd'hui, Mireille, si elle devait nous parler de son enfance, Oh je là sais. là, on va loin. On va loin, on remonte à loin. Bon, déjà, on remonte à très loin parce que je commence à dater déjà, moi. Mais alors, Mireille, Mireille petite fille, c'est qui? Alors, Mireille petite fille, c'est une petite fille, fille unique qui a été fille unique jusqu'à 13 ans, et qui, à l'âge de 13 ans, a eu une petite sœur. Donc, voilà, c'est d'abord 13 ans, fille unique, à jouer toute seule, alors, je vais faire pleurer dans les chaumières. À jouer toute seule, à jouer même au Scrabble toute seule, à faire, je gagnais pas toujours. J'avais vraiment une capacité à donner la main à mon adversaire, donc c'était hyper chouette. J'ai beaucoup lu, beaucoup, 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 beaucoup. Heu, j'ai, heu, j'ai joué de l'accordéon. Mmh. C'est un instrument, pas très commun. Mes copines, elles jouaient toutes du piano ou de la flûte traversière. Moi, j'étais la petite fille avec son gros machin qui pèse 10 kilogrammes, en train de le traîner alors que j'aimais pas du tout cet instrument, mais c'est mon père qui voulait que je joue de l'accordéon. Je pense qu'il a à travers moi, il a assouvi un secret désir de jouer lui-même de l'accordéon. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Petite fille sage. Tu es vraiment une petite fille sage, plutôt bonne élève, 1re de la classe, ce qui d'ailleurs est c'est un peu le syndrome qui est resté celui-là. Ouais. Alors après l'adolescente. Alors une adolescence sage. J'ai pas fait de crise d'adolescence, je l'ai faite tardivement et j'avoue que j'aurais mieux fait de la faire, au moment où je devais la faire, parce qu'elle Pour a quelle été un petit raison? peu elle a été un peu brutale. J'avoue qu'elle a été assez brutale pour mes parents. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, elle a été assez, je elle a été suffisamment difficile pour que je supplie mes enfants de me faire leur crise d'adolescence en temps et en heure. Et puis je me suis remise un petit peu dans un rang un peu plus classique, un peu plus normal. J'ai arrêté l'école assez tôt, pour diverses raisons, mais j'ai repris mes études, sur un petit peu plus tard et j'ai eu un parcours un peu atypique, pour, pour, ouais, pour ce qui est des études, j'ai eu un petit parcours atypique. Pour ce qui est de la première de mes expériences professionnelles aussi, ça a un petit peu joué, cette face ce côté atypique a joué aussi dans ma façon d'évoluer. Je suis quelqu'un qui apprend sur le tas. Je suis quelqu'un qui réfléchit en parlant, qui analyse beaucoup, qui observe beaucoup, je suis une ancienne timide. Je crois que je suis toujours timide, mais je suis quelqu'un qui, qui n'est pas toujours bien qui sait pas toujours si elle est à la bonne place. Je suis en Je train de me perdre un petit peu dans tout ce que je te raconte là, parce qu'on Mais en tu était à la sais, en petite fait, fille, mais, pourquoi en fait j'avais à cœur de t'interroger sur, finalement, le point de départ vraiment en partant de la petite fille. C'était aussi pour sortir du carcan un peu traditionnel de ce côté étiquette.
parce que, ce que je trouve hyper intéressant chez toi, c'est, la femme qui commence à, se montrer sur LinkedIn au fil des posts Mmh. et cette question, je te la posais parce qu'on a déjà eu quelques posts avec quelques bribes de ton parcours et je trouve que c'est hyper inspirant justement de se dire qu'on peut aussi se raconter, heu, par ce biais-là, par notre histoire et puis arriver à connecter avec les gens de cette manière-là. Mmh. J'aimerais quand même revenir à ton job actuel pour qu'on puisse un peu cadrer puis se dire, bah, finalement, qui est Mireille, qui, est cette invitée du podcast, Je crois en toi aujourd'hui. Toi, tu es, DRH à temps partagé. Est-ce que ça te va toujours cette, dénomination-là ou est-ce que tu as autre chose en tête? Ouais. Alors je suis aujourd'hui DRH à temps partagé effectivement. J'ai 25 ans d'expérience RH. J'ai 25 ans d'expérience RH en entreprise. J'ai démarré dans les ressources humaines, probablement par hasard. Je suis aujourd'hui dans les ressources humaines par passion et par grande idéologie, de la ressource humaine qui me fascine, au plus haut point. Je suis DRH à temps partagé, sachant que de plus en plus, puisque ça fait 3 ans que je fais ça maintenant, je suis de plus en plus à l'aise avec la DRH externalisée. Mmh mh. Certes à temps partagé, mais j'aime bien ce côté externalisé qui apporte, qui apporte énormément de distance, qui me permet d'intervenir dans des boîtes, dans des petites, dans des PME, dans des startups qui n'ont pas besoin de DRH à temps complet, qui n'ont pas forcément besoin de DRH, tout court, mais qui ont quand même besoin de la fonction RH, à des moments précis ou sur des périodes données ou 1 fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Enfin, Mmh. mais ce que j'aime dans cette façon d'intervenir en tant que DRH externalisée, c'est justement d'apporter cette expertise, métier avec un regard tout neuf, avec une capacité d'adaptation, énorme, une capacité à comprendre la big picture d'un seul coup en essayant d'aller driller au plus près des problématiques et surtout de pouvoir intervenir sur un spectre, un champ hyper large de mon métier que je sais faire depuis l'entrée, dans la boîte d'un collaborateur, donc depuis le recrutement, depuis le sourcing, jusqu'à la phase, départ de l'entreprise, donc en passant par tout un tas de sujets RH, plus passionnants les uns que les autres. Mais, moi j'ai une vraie, j'ai une véritable appétence et un véritable attrait pour l'accompagnement du manager, la capacité à apporter les outils, la structuration, tous les petits trucs RH qui vont faire qu'un manager, sera le plus efficace et le plus, bienveillant possible pour ses équipes. Tu disais, «J'ai cette appétence pour faire en sorte que le manager, finalement se sente bien», si je résume. En quoi pour toi c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur? La vache! Je réfléchis, hein. Vas-y. Hem, Pourquoi est-ce que ça me tient tant à cœur? Je crois qu'il y a un élément de base, c'est que j'adore permettre aux gens de donner la meilleure version d'eux. Et j'aime bien, apporter des outils sur un domaine qui est quand même vachement complexe, l'humain. Et j'aime vraiment bien, heu, aider. Donc déjà ça fait partie d'un côté que j'aime vraiment bien de mon métier, c'est d'aider, d'être au service d'eux, pour quelque chose et surtout pour un objectif donné, pour je vais reprendre ce qui t'anime toi aussi, c'est la vision pour une vision donnée et c'est d'accompagner, d'amener le manager
à embarquer son équipe. Voilà, de ça et ça me tient à cœur, ouais. Ça me tient vraiment à cœur de faire en sorte que le manager et ses équipes soient les plus alignés possible avec la vision de l'entreprise, avec la vision, que le dirigeant a mis derrière et qui peut enfin, il peut et on sait qu'il peut s'appuyer sur ses managers pour faire en sorte que ça déroule, en laissant toute la place possible aux collaborateurs et à leur performance. En tout cas, ça se voit que c'est un combat ou du moins une cause que tu aimes défendre puisque ton corps, parle, quand tu me donnes la réponse. C'est ça. C'est ouais, c'est une belle mission. C'est une belle mission, parce que les managers sont aussi, parfois un peu les parents pauvres, hein. Ouais. On a, pas mal d'entreprises où en fait le manager va être un expert technique qu'on fait monter, hiérarchiquement parlant. Vas-y, tu es tellement bon dans ce que tu fais, que Mmh. tu vas savoir gérer une équipe. Erreur. J'ai démarré il y a 25 ans dans une boîte, alors c'était une boîte française à l'origine, une très, très belle success story. Hem, une petite boîte, petite start-up R&D en France, donc ça on était un peu précurseurs, sur le sujet enfin c'était, hyper chouette d'avoir une équipe, R&D en France. Ça attirait vraiment plein, plein, plein de devs, plein de tech, à l'époque, donc à l'époque donc là je te dis ça, on est dans les années 2000, au tout début des années 2000, donc 99-2000 et j'ai eu, un bol fou, c'est de rentrer dans cette boîte où j'ai pu, grandir en même temps que la boîte. C'était une boîte qui avait un double headquarter, donc en France et aux US, donc dans la Silicon Valley et mon rôle à l'époque, c'était de faire en sorte que cette boîte devienne la Silicon Valley à Paris, quoi. C'était d'ailleurs un de nos messages, la Silicon Valley à Paris et c'était vraiment canon parce que j'ai mis en place donc moi, c'était mes premières armes en RH, donc j'ai tout appris sur le tas auprès dans cette boîte. Donc je les remercierai jamais assez de cette chance que j'ai eue de pouvoir découvrir un métier, mais passionnant. Dans un univers passionnant, ça m'a toujours suivi de travailler dans des boîtes avec passion. Enfin, il y a de la passion dans tout ce que je fais, il y a de la passion dans les métiers, les gens sont hyper la fierté de l'appartenance, la fierté de faire quelque chose au service de la marque ou du produit ou quoi, ça c'est quelque chose qui est hyper marqué chez moi et dans les expériences que j'ai eues. On a effectivement, démarré, alors on n'était pas très nombreux en R&D, on était déjà 150, ce qui est pas si mal, mais en 99, 150 et 2 ans après 300. Donc on a doublé en 2 ans. Donc on a fait grandir, on a, recruté, recruté, recruté et au bout de 2 ans, enfin, je dis, ça devient schématique, mais c'était un peu ça. Au bout de 2 ans, il fallait quand même structurer. On avait atteint une taille intéressante, très, très intéressante, même à 300 collaborateurs et il fallait, structurer les équipes. Donc on a fait la bêtise, la grosse, grosse bêtise de faire monter des techniciens, des devs ou des agents de test et enfin voilà, on a fait monter nos ingénieurs, managers. Je dis que c'était une connerie dans le sens où, un bon technicien fait pas forcément un bon manager. En revanche, et c'est là où j'étais vraiment très fière d'appartenir à cette boîte, c'est qu'on mettait en place les accompagnements pour les managers. Donc on a commencé à mettre en place plein d'outils RH au service du manager pour qu'il devienne lui-même le premier RH de ses équipes. Et ça, c'est une philosophie qui m'a qui me suit, que j'ai toujours gardée. C'est pour moi, un manager est le premier RH de la boîte et de son équipe. Et grâce à ça, ça permet de vraiment, partager, devenir un vrai binôme. Je suis presque un coach à chaque fois du manager parce que je l'accompagne beaucoup sur ses problématiques de performance, sur les problématiques de faire grandir les gens, on un tel est pas à la bonne place, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à le positionner sur un autre poste? Est-ce que finalement il a fait son temps chez nous, il faut pas qu'on l'aide à partir ou qu'on l'aide à rebondir
Enfin voilà, il y a toujours eu cette réflexion, avec les managers qui me plaît énormément et ça m'a suivi après dans mon expérience d'après. Alors dans un univers de l'édition aussi. D'abord, c'était l'édition de logiciels, mais après je suis passée dans l'édition de livres dans une très, très jolie boîte qui s'appelle Hachette, Hachette Livres. Et Hachette Livres, ça a une particularité, c'est que c'est un conglomérat de plein de petites maisons d'édition avec une volonté, heu, intrinsèque de, conserver l'autonomie, l'identité de chaque maison d'édition pour que chacune puisse, faire révéler le maximum de sa richesse et son plus, enfin sa ligne éditoriale. Donc on garde, en fait, on a autant de façons de manager et d'apporter du support RH que de maisons d'édition. Donc j'étais passée d'une boîte où on avait grossi, grandi en ayant une seule et même culture d'entreprise, avec, quand on acquérait des sociétés, l'objectif était vraiment de faire en sorte que tout soit uniformisé, dans le meilleur dans le meilleur des mondes, en gardant toujours le meilleur de chaque process et cetera. Et je suis passée dans une entreprise où là, n'a de commun dans l'édition que le mot édition, parce que l'édition de livres est culturellement parlant aux antipodes de l'édition de logiciels. J'ai gardé cette philosophie de, faire en sorte que chacun soit à la bonne place, au bon endroit, au bon moment et ça je l'ai gardé. Ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les 2 univers d'édition là, parce que derrière, il y a que des gens passionnés par leur job. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de faire du RH quand tu animes, des personnalités, des, heu, des collaborateurs, des managers passionnés par leur job. Et ça fait vraiment ça fait une vraie différence, je trouve, en termes d'animation, d'accompagnement. Je dis ça parce que j'ai eu une, 3e expérience qui a été moins longue que ces 2 là, c'est que c'est les 2 expériences dans les mondes de l'édition. Je suis passée dans un cabinet de conseil, en finance. J'avoue que ça a été une expérience dans laquelle je me suis moins reconnue. J'ai eu moins de j'étais moins moi-même. Heu, C'était une super opportunité qui m'avait été offerte. J'étais, DRH monde, de ce cabinet de conseil en finance. J'avais des équipes à New York, à Paris, j'en avais aussi non, j'avais pas d'équipe encore, en Asie, mais j'en avais à Londres. En dîner le week-end, c'était super. Je pouvais dire que j'étais DRH monde, ça pétait, c'était trop super. En revanche, moi, dans mon quotidien, ça a été un peu plus compliqué parce que alors pour différentes raisons, notamment une qui est, la principale, c'est que j'étais maman de 2 enfants, en bas âge. À ce moment-là, ils étaient tout petits, mes enfants et c'était un poste qui, nécessitait un un investissement, qui allait au-delà de ce que moi j'étais, capable de faire, de donner. Donc on au bout de 9 mois, on s'est dit que qu'on n'allait pas continuer enfin moi pour des raisons personnelles. Mais il y avait un au mais en même temps, quand, avec beaucoup de recul, je réfléchis à cette expérience que j'avais dans le cabinet de conseil, heu, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à m'investir à 100 aussi parce que, les salariés sont des consultants qui intervenaient chez un client. Mes ressources humaines, elles étaient, heu, placées chez le client et leur job, leur day to day, c'était d'être au sein de banques, au sein de fonds financiers, et en fait, leur culture d'entreprise, c'était la culture d'entreprise de la banque. Leur, heu, leur, heu, leur quotidien, c'était l'autre univers. Donc moi, j'avais beaucoup de mal à construire une politique, une 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 vision RH comme j'aimais les concevoir. J'ai essayé, j'ai laissé une petite trace. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un petit mot très gentil du PDG qui m'a dit qui me remerciait pour tout ce que j'avais fait, pour la boîte. Donc quelque part, je suis quand même contente d'avoir réussi à laisser un peu de moi quelque part là-bas.
Mais voilà, c'était une expérience plus compliquée, par rapport à ma façon de concevoir les ressources humaines et mon métier. Sur les clichés, les stéréotypes des RH, qu'on peut entendre, il y en a à la pelle, hein, il y en a à foison. Toi, si tu devais en choisir un qui te hérisse le poil au plus haut point et contre lequel tu te bats ou contre lequel tu dois te battre le plus, heu, ce serait lequel qui te vient à l'esprit là? Et j'ai rarement connu des gens qui me disaient: «J'adore ton métier», les gens qui font ton métier. Enfin, en fait, on a quand même une sacrée image qui me fait mal parce que, tous ceux qui, choisissent de travailler dans les ressources humaines le font par, amour de l'être humain et de faire en sorte que les gens, se sentent, bien dans un bon univers, à la bonne place et avec un manager qui est bienveillant, donc ça, non. Le stéréotype contre lequel, j'ai le plus qui me vient en premier lieu, c'est, quand on peut, mettre à défaut mon côté, très éthique et qu'on puisse, dire que les RH ne sont pas justes ou sont méchantes ou sont pas humaines ou ça je supporte pas qu'on dise que les RH sont pas humaines. Je crois que ça me fait hérisser le poil, ouais. Mais après heureusement, comme je disais tout à l'heure, j'ai une grande idéologie, enfin pour moi, c'est presque idéologique mon métier. Mmh. Je c'est presque une, j'ai pas envie de dire utopie, il faut pas exagérer quand même, mais non, c'est vraiment, j'ai vraiment ce côté idéaliste de mon métier. Je le défends, je le défends. Il m'est arrivé de me fâcher avec des copains parce qu'ils étaient pas contents de la façon dont leur RH s'occupait d'eux. Donc ça, je me suis souvent fâchée, ouais, pour défendre mon rôle. Il y a eu pas mal de RH et de managers qui ont souffert pendant le covid et le covid a été quand même un moment très, révélateur de ce à quoi un RH, peut servir. C'était une période où on a j'ai le je j'ai le souvenir d'avoir, vécu cette période comme dans une machine à laver en mode essorage, 1 200 tours et d'en être ressortie, totalement, essorée et en même temps, c'était une période aussi tellement incroyable d'enseignement, de richesse, de nouveautés. Jamais moi j'ai pas appris à l'école à gérer du chômage partiel, hein. Le fait de ne pas faire venir les gens au travail, du jour au lendemain, de faire en sorte que tout le monde puisse, travailler avec un ordinateur de chez lui, en télétravail alors qu'il fallait surtout pas qu'on entende parler de télétravail à ce moment-là, dans les entreprises, enfin dans l'entreprise où j'étais en l'occurrence. Ouais, on a un rôle qui est, ingrat, mais j'aime à dire que moins on entend parler des RH, c'est mieux ça veut dire que ça va bien. C'est moins on en entend parler, c'est que ça roule, en général. J'aimerais parler de toi, Mireille, aujourd'hui, vraiment à l'instant T. Mmh. Quels sont tes défis, tes questions? Ça fait 3 ans que j'ai pris la décision d'être indépendante, de créer ma boîte de conseil et j'interviens donc en DRH externalisé. J'ai pris goût à la communication sur LinkedIn, à cette prospection finalement, heu, qu'il y a un petit peu en sous-titre et j'ai réussi à avoir quelques leads. J'ai réussi à avoir 2 missions, toute seule et une troisième qui démarre la semaine prochaine et je suis hyper contente parce que c'est une mission qui va durer quelques mois si tout va bien, qui va me prendre 3 jours par semaine. Donc c'est quand même c'est une belle mission. J'ai peur de stresser, en fait. J'ai peur Mmh. de rentrer dans dans un rythme qui va me refaire stresser, ce que depuis quelque temps je n'avais plus.
ce métier tel que je le pratique aujourd'hui, je souhaite qu'il me laisse suffisamment de temps personnel pour avoir un équilibre de vie qui me convienne. Là, à partir de la semaine prochaine, le jeu va être un peu différent parce que je vais être prise 3 jours par semaine pour sûr et j'ai 2 autres clients en même temps et j'ai peur de stresser. Donc si je comprends bien ta situation aujourd'hui, tu as 3 clients simultanés avec ce nouveau qui arrive, c'est ça? Exactement, OK. Dont celui-ci, le nouveau, qui va te prendre plus de temps que les autres avec 3 jours par semaine. ouais. OK. Quand tu parles de rythme, c'est-à-dire que, c'est des journées complètes, c'est des horaires à respecter, c'est des missions à remplir. Finalement, comment elles vont être constituées, tes journées pour ces clients ou pour ce client en Heu, particulier? alors comment ça se alors pour un client, c'est, 2 demi-journées fixes, donc où je suis, où je mes 2 après-midi sont prises. Mon deuxième client, là pour le coup, c'est moi qui c'est une mission où j'interviens plutôt en mode projet, donc j'ai les les rendus à faire, mais ça va, j'organise mon temps comme je le souhaite. Et ce fameux troisième qui va démarrer, mais là, je ne sais pas encore. A priori, je vais probablement proposer faire en sorte que les gens sachent que c'est 3 jours fixes que je suis là, que je peux répondre aux questions, on peut mieux s'organiser probablement si je définis 3 jours fixes. Sur la nature de ta mission pour ce nouveau client, Mmh. hem, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens en Mmh. maîtrise? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà fait? Est-ce que c'est des choses où tu t'es dit, «Ah, il y a quand même du neuf, il y a de l'inconnu», qui est un peu un grand classique chez toi à aussi aller découvrir des choses? Et dis-moi. Ouais, j'ai une façon, ouais, ouais, c'est vrai que j'aime bien, me mettre un petit peu en me mettre en risque, limite, en risque, maîtrisé, c'est vrai. J'aime bien pas toujours tout savoir. J'aime bien, j'aime bien être en zone de confort, mais pas trop longtemps parce que sinon ça m'embête. Donc il y a une bonne partie, je suis dans ma zone de confort, j'ai pas de souci et il y a une autre partie où je suis en mode, en fait, je suis très excitée par cette mission parce je pense qu'elle va être géniale, parce que je suis dans un univers de la tech et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Parce que ce qu'il faut faire, mettre en place, c'est plein de choses que j'ai eu à faire dans mes expériences où j'étais vraiment en plaisir, métier plaisir. Heu Là où je sais que je vais un petit peu avoir mon petit ventre qui va se serrer un peu et puis, avoir un peu de flip, la nuit, me réveiller à 3 heures du matin en disant: «Oh mon Dieu, je sais pas faire, je sais pas faire, je vais tout rater». Et ben, ça ouais, je sais que j'ai une petite partie qui va être comme ça. Je maîtrise la quasi-intégralité du dossier. La seule, ce que je vais, heu, ce que je vais, apprendre, c'est le secteur d'activité, en fait, que je ne connais pas. OK, quand tu repenses à finalement même à ton parcours global, à tous ces moments où tu as pu faire des choses qui étaient, nouvelles, pas dans ton champ de compétences, en quoi est-ce que tu vis là aujourd'hui, ce serait la Bérésina par rapport à ce que tu as pu vivre? Je pense qu'en fait, ouais, évidemment, je sais intervenir dans même si le plan est pas complètement, finalisé, tu vois? Je sais construire la maison même si, j'ai pas ou même si j'ai pas tous les matériaux, j'arrive à construire un truc, plutôt solide et pendant les réunions de chantier, en principe, le client, il voit pas qu'il me manque quelques matériaux. En revanche, par expérience aussi, je sais que c'est des périodes qui sont, pour moi, qui peuvent être parfois stressantes. Bien que je ne le montre pas, l'intérieur bout un peu.
si je comprends bien, où doit me mener ta question, il faut je sais que je m'en sortirai. Je sais. Alors tu vois, c'est intéressant parce que je voulais te entre guillemets «te mener nulle part» si ce n'est de faire une étape supplémentaire. Heu, C'était à la fois pour être vraiment sur cette idée de, sur le plan de l'actionnable, sur le plan de, est-ce que je vais arriver à trouver les solutions? Est-ce que je peux en imaginer des nouvelles et cetera? Donc là-dessus, tu as de la ressource. Donc OK, Ouais, on pourrait dire, ouais. on coche la Check. case, Mmh. on essaie de checker et c'est pas sur ce plan-là que ça se pose. Là où ça se pose, c'est plus finalement en termes de en peut-être en termes de temps, en termes de gestion d'émotions, en termes de gestion du stress, en termes de croyances, c'est plutôt sur ces plans-là, de ce que j'entends. Donc Ouais, c'est ouais, plus ouais, sur du très ouais, personnel. ouais. Ce qui va être un peu compliqué pour moi, je le sais, c'est, en fait, c'est justement je ne voudrais pas me laisser envahir par mes 3 clients. Envahir, que mon esprit soit, que tu vois, que ma tête, ne lâche pas un truc pendant que je suis avec un tu vois, avec un autre client, enfin sur une autre problématique et que et que ça me et que voilà, que les choses alors que ce mélange en général, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot, donc en principe, ça je pense que ça devrait le faire. En revanche, est-ce que je ne vais pas moi, j'ai une capacité, moi, à vouloir faire plus et plus et plus et plus. En général, je suis plutôt dans cette façon de fonctionner-là. Je tu vois, 3 jours, mais 3 je m'arrête généralement pas à 3 jours. En général, j'y pense le jour d'avant et le jour d'après et en gros, j'y pense tout le temps. Donc heu, donc voilà, c'est trouver la bonne façon de, cloisonner mon temps et de le quand je suis avec un tel, je suis avec un tel et voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que j'apprenne bien, à faire, ce que je n'ai pas encore expérimenté jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'étais en mission de transition, donc j'étais en général, sur une mission chez un client. Ma mission se terminait, j'enchaînais sur un autre client. Là, ce qui est un peu différent, c'est que je vais effectivement avoir plusieurs clients en même temps et comment faire en sorte que mon esprit qui aime bien cavaler, 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 il arrête de cavaler, de temps en temps sur trop de chevaux. Qu'est-ce qui t'irait le mieux? Est-ce que ça serait heu de conserver finalement ce côté, cette énergie que tu as, quitte à mélanger? Est-ce que tu préférerais être dans quelque chose de l'ordre où vraiment je note vraiment les minutes, je respecte, je fais mes choses, je cloisonne vachement, je me pousse à cloisonner? Est-ce qu'il y a un entre 2? Comme ça, un peu d'instinct, si tu te plonges dans une journée type avec tes 3 clients ou même une semaine type, bah, quand tu regardes Mireille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans quelle énergie, tu vois? Ouais, en fait, là, en t'entendant, tu vois, ça me motive énormément, en fait. Je suis hyper motivée par, ce qui va se passer et j'ai hyper envie que ça démarre, en fait et je j'aurais pas envie de cloisonner, je pense. C'est, Ce sera pas ma manière de faire, j'y arriverai pas. En revanche, il faudra vraiment que je sois, très, très consciencieuse et que je m'applique à moi ce que j'applique aux autres, c'est, un droit à la déconnexion et un véritable, moment où je dis stop et un moment où je démarre. Dur avec moi-même s'il le faut, mais il faut que je me tienne à cette, à ce temps dans la journée, à ce temps de journée dédié au travail pour pas déborder et me laisser déborder, en fait. Je pense que ça va être ça. Qu'est-ce qui peut te permettre de tenir sur la longueur? Ah bah, le fait qu'il y ait une fin, donc ça, c'est le fait qu'il y ait une fin, c'est important. I Donc ça m'aide ça. Ça m'aide à projeter justement. Ça m'aide à me dire, «Bon là, je vais peut-être tirer la langue un moment. Ça va être probablement un peu dur, mais je sais que, à telle date, ça sera bon, ce sera fini, on et je pourrais, voilà, je pourrais me
me poser juste après pour redémarrer. Ma ressource, j'irai la choper à ce moment-là. Ma ressource, ouais, j'irai la choper, à cet endroit-là, ce qui m'aura manqué probablement pendant quelques semaines. Je sais qu'il y a un moment où je pourrais aller, à la source. Donc ça, c'est vachement important et c'est pour ça que j'adore ma nouvelle façon d'intervenir aussi. C'est que je sais. Et si là, tu devais, quantifier sous forme, on va dire d'avant-après, tout à l'heure, tu me disais: «J'ai peur d'avoir peur». Au tout début, ton «j'ai peur d'avoir peur» sur, on va dire entre 1 et 10, tu étais à combien? Et là, après ces quelques questions, tu es à combien? En fait, c'est marrant parce que, ouais, au début, c'était j'ai peur d'avoir peur et puis là, c'est, j'ai hâte que ça commence. C'est quand même génial. Elle était à 7, Mmh. 7 sur 10. Hem, Là, on est à 4. Ouais, 4 parce qu'en fait, ouais, je me rends compte que ma manière de gagner de l'énergie, il faut que je sois, en fait, toute seule. Faut que je me ferme comme une huître. Je me ferme et je vais choper mon énergie comme ça. Je sais que si je l'ai pas, sonnette d'alarme. Trout, trout, trout et Comment tu peux y veiller à ça, justement? Comment tu peux, hem, veiller ou qui peut t'aider à y veiller, par exemple? en principe, moi toute seule, mais j'ai la chance d'avoir un mari qui veille au grain. Donc je le il me quand il voit que je m'agite trop, sans m'arrêter, il me tire les oreilles. Ça vaudrait peut-être la peine de lui dire: «Écoute, voilà la situation, ça serait pas mal de que je te le glisse comme ça si jamais je dérape». Tu as raison, faut que je lui en parle. Faut que je lui fasse écouter le podcast. Donc tu as déjà cette ressource, tu peux Mmh. penser à 2 autres ressources aussi, hein. Tu as ce côté bulle, avec ton Ouais. mari à tes côtés. Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a Mmh. Ah, des j'ai un choses rituel, mais bien sûr, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'ai un rituel, en fait, quotidien. J'ai toujours un puzzle, entre 1000 et 1 500 pièces. En fait, ça me canalise énormément, ça canalise mon énergie et il y a un truc que j'aime particulièrement dans le puzzle, c'est de voir, le truc qui avance. Donc, enfin, le plaisir de trouver où va une pièce et en fait, c'est à chaque fois. Donc c'est à chaque fois, j'ai ce plaisir-là. Et ça me fait un bien fou. Donc même 5 minutes, mais il faut que je trouve une pièce en revanche, parce que si je la trouve pas, là, ça m'agite un peu. Je peux faire une crise d'hystérie et non, non, ça me fait vraiment beaucoup de bien ça. C'est mon rituel quotidien. Je vais me mettre, je vais quand même me mettre, enfin des bornes, journalières quotidienne pour, démarrer et terminer décemment. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Mireille, si on a envie, de tomber sur une super, DRH externalisée en temps partagé qui va vous faire, passer, des steps incroyables dans votre, entreprise? Comment on peut te contacter? Ah bah, sur LinkedIn, mon profil, Mireille Perdigeon et il y a mes coordonnées mail sur le profil donc et il y a une OK. possibilité de me contacter avec un et de bloquer une petite demi-heure. Mireille, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Jean-François. Tu fais aussi partie des belles rencontres de LinkedIn, donc j'aime bien communiquer dessus, mais j'aime bien aussi et surtout les rencontres que j'ai pu faire, via cet outil merveilleux, que je ne comprends toujours pas, mais en termes d'algo, mais c'est pas grave. Mais ouais, ouais, Personne ne j'ai comprend. non Personne. et au final, je m'en fiche un peu, j'avoue. Tu nous as dit plein de choses hyper intéressantes et tu as, aussi démystifié le métier des RH à travers ce moment qu'on a passé ensemble donc j'ai Bah, appris des super, choses j'espère. et tu as fait le job. Eh bah, chouette. Merci. Merci À Mireille. bientôt.